Bonjour et bienvenue dans Trait pour Trait, votre podcast BD préféré qui passe aussi à la télé sur Watch. Alors on est toujours à Bulle en Tête parce qu'on est très bien à Bulle en Tête et on est avec Mathieu de Bulle en Tête. Bonjour. Bonjour. Alors on va pouvoir parler un petit peu des livres qui sortent, qui sont sortis, les coups de cœur, parce qu'il y en a plein des coups de cœur à Bulle en Tête. Il y en a beaucoup là, c'est la rentrée effectivement, enfin c'est une deuxième vague de coups de cœur, effectivement. Deuxième vague de coups de cœur. Je suis toujours à côté de Laurent, pas loin. Oui, absolument. Alors, on nous retrouve sur BD Zoom, on nous retrouve sur les podcasts, on nous retrouve sur la chaîne YouTube. Et sur Trait pour Trait. BD.fr, le site où vous avez tout. Et bien sûr, on est toujours avec notre partenaire Canal BD. Et alors, puisqu'on parle de coup de cœur, là, on en a eu un gros en ce début du mois de juin. La semaine dernière, on avait parlé social, avec les racines de la colère, tu te souviens de Vincent Jarousseau. Tout à fait. Et là, on est en plein procès, l'actualité fait loi France Télécom, procès des suicides au travail de France Télécom. Et on accueille Grégory Mardon. Bonjour Grégory. Bonjour. Qui justement a choisi de traiter. Alors, il n'est pas tout seul, il va nous expliquer ça dans une minute, mais juste le moment de montrer le livre. Donc, ce livre publié donc aux éditions Futuropolis, Le travail m'a tué, au sens de Omar m'a tué, non, il manque le R. C'est pas tout à fait ça. Mais alors, donc, Le travail m'a tué, on est en plein dans... On parlera de l'histoire tout à l'heure, mais on va dire dans la dépression, dans la difficulté d'exister au travail. Et finalement, vous avez réalisé, vous me disiez avant qu'on enregistre, que vous aviez réalisé ça pour une fois, parce que vous avez l'habitude de travailler seul parfois, mais à plusieurs mains. Enfin, c'est adapté d'un livre, en fait. Voilà, c'est ça, je voulais dire. Oui, c'est ça. Hubert Prolongeau avait écrit un livre avec... Arnaud Delalande. Non, Arnaud Delalande n'avait pas écrit ce livre-là, mais le livre qu'avait écrit Hubert Prolongeau, c'est un livre de sociologie. Oui, mais dont je ne me souviens malheureusement plus le co-auteur. Mais en tout cas, voilà, ça c'était parti de ça. Après, ils l'ont adapté avec Arnaud pour en faire un scénario de bande dessinée qui m'a été proposé par les éditions Futuropolis et j'en étais ravi parce que... Paul Morera, voilà. Alors, le journaliste Paul Morera, édition Flammarion, Travailler à en mourir. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Exactement. Alors, on a trouvé. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc Futuropolis m'a proposé ce scénario, et j'étais content parce que je n'avais jamais fait d'histoire sociologique comme ça, et je me sentais pas capable de le faire tout seul. Et là, ayant fait une grosse enquête sur le sujet, c'était assez authentique, et c'est une histoire assez touchante, moi je trouve, parce que le personnage qui au départ et quelqu'un qui a fait Centrale, qui est un étudiant brillant, qui rentre chez Renault, c'est son rêve, il adore les automobiles et tout, petit à petit commence à avoir une perte de sens dans le métier qu'il fait, et une oppression qui s'installe de façon pernicieuse, parce que même si le travail, on peut dire que le travail peut tuer depuis le début de l'humanité, mais c'était plutôt des accidents corporels, et qui étaient reconnus comme des accidents du travail, voilà. Ce qui n'a pas été le cas. Alors que là, c'est plus psychologique, parce qu'il y a toujours des changements de direction qui veulent imposer leur marque, et on leur fait on leur fait apprendre des nouveaux logiciels pour finalement leur changer deux semaines plus tard, et il n'y a pas de formation et tout. Bon, enfin, tout un tas d'éléments, les open space, tout ça. On est à travers l'histoire, ce qui est bon parce que c'est une histoire assez intime, c'est l'histoire d'un personnage, de son couple, là, on suit et de sa relation au travail, on est bien d'accord. Voilà. Et en fait, on suit vraiment le monde. Puis les répercussions sur sa vie privée. Oui, bien sûr. Mais on suit le monde tel qu'il a changé en 60 ans. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des managers qu'il a, on a d'un côté, on va voir les cercles de qualité, les nouveaux, les dents longues, la profitabilité, alors qu'au départ c'était plutôt l'humain, etc. Enfin, on voit tout ça changer. Et ce qui est effectivement très joli, parce qu'aujourd'hui, j'espère que ça existe encore, mais ce monsieur cadre, il a envie de travailler dans l'automobile. C'est son rêve. Ouais, le début de l'histoire est assez émouvant parce qu'il y va avec toute sa sincérité. Bien sûr. Non, c'est son rêve d'enfant. C'est son rêve d'enfant. Voilà, oui. Il se lâche, puis il est sincère, il donne tout là dans le premier entretien. Exactement. Et on va voir progressivement. Et il tombe déjà à l'époque sur un recruteur misogyne quand même.
Oui, c'est vrai, mais au début, la première usine dans laquelle il travaille, la chaîne est complète. Il voit les voitures qu'il fabrique et qu'il design lui-même. Et c'est une entreprise Renault au départ, un peu plus, pas Renault, mais en tout cas une entreprise automobile connue qui est un peu paternaliste peut-être, qui est un peu familiale, mais en tout cas dans laquelle on peut monter petit à petit grâce au mérite. Et après, ça change complètement. Il y a une usine qui est créée en dehors de ce cycle de la chaîne de montage, et là d'un seul coup il voit plus du tout ce qu'il fabrique, et puis ce n'est plus que de la bureaucratie et des open space, et là une perte de sens, vraiment, c'est vraiment ça, c'est que d'un seul coup le personnage qui adorait son métier d'un seul coup ne comprend plus vraiment ce qu'il fait. Et on la voit monter progressivement. Voilà. C'est ce que vous arrivez à créer dans l'album, c'est cette montée progressive de désillusion. Oui, évidemment ça arrive pas comme ça du jour au lendemain, c'est peut-être sur une vingtaine d'années. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ressent les contradictions permanentes, c'est-à-dire que on sait que dans les années 80, on a mis en place des cercles de qualité pour revenir à l'humain, pour faire en sorte que les gens dans les entreprises soient mieux valorisés, d'où les open space, parce que ça leur permettait d'exister par rapport aux bureaux fermés. Et en fait, on voit bien finalement que tout ça n'était que pour des raisons productivistes, et que finalement le gain attendu, comment dire, en termes d'argent est sans doute là, mais le gain humain par contre n'y est pas, c'est plutôt des pertes humaines. Et ensuite derrière, on va beaucoup plus loin, parce que dans la troisième partie, c'est carrément une déresponsabilisation, puisqu'on a un personnage qui fait preuve d'initiative. Normalement, un cadre issu de centrale à son niveau doit pouvoir faire preuve d'initiative. Et en fait, il fait un travail remarquable qu'il arrive tout juste à soumettre à sa responsable hiérarchique, qu'il met à la poubelle directement, quoi. Donc effectivement, il n'y a plus aucune valorisation finalement, non pas à la fois du travail et puis de la personne. Oui, c'est ça. Et puis en plus, voilà, la hiérarchie met des barrières sans arrêt pour pouvoir lui permettre d'évoluer, ou même de pouvoir participer à la vie de l'entreprise au mieux qu'il le peut. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que c'est tout un enchaînement d'événements, de changements du travail qui aboutissent à ce drame. Évidemment, heureusement, tout le monde ne se suicide pas fortement, mais enfin, on s'est inspiré. C'est inspiré d'une histoire vraie d'une personne réelle, et il y a eu une vague de suicides dans l'usine dans laquelle il était aussi à cette époque-là. Ouais. Donc, comme là en ce moment avec le procès qui s'annonce à France Télécom. Oui, est-ce que vous avez au niveau du public des gens qui, ayant lu l'album, sont venus vous voir avec, là, il vient de sortir à peine, donc j'ai encore vu personne. Désolé. Mais je pas de retour pour l'instant. Il y aura forcément des gens qui vont se reconnaître dans la situation. J'imagine, parce que c'est vraiment un portrait d'une époque. Il y avait des gens qui avaient lu le livre au départ. J'imagine que les auteurs avec qui vous avez travaillé ont déjà eu eux des réactions par rapport à leur travail. Sans doute, il faudra leur demander. Et alors, ce qui est effectivement ce que vous disiez, c'est que bon, là, on a parlé du travail, mais il y a toute cette vie intime, enfin, vie familiale. Voilà, on montre aussi les répercussions que ça a sur sa vie familiale. Malgré le soutien de sa femme, c'est vrai que ça devient invivable, et puis il n'arrive plus à se reposer parce qu'il travaille les week-ends, parce que c'est du stress permanent. Il y a une pression terrible qui s'abat sur lui petit à petit. Alors, oui, on a l'impression qu'il travaille de plus en plus. Bah oui, c'est vrai qu'il est un peu toujours en retard, apparemment, mais malgré la masse de travail qu'il semble fournir. Mais on sait qu'avec les outils d'aujourd'hui, les smartphones, les mails, etc., les gens ont tendance à les regarder. Et il y a même, des entreprises qui interdisent leur cadre de regarder les mails, même s'ils ne le font pas donc, pendant les week-ends. Mais on a l'impression qu'effectivement, le travail, c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'il y avait un équilibre. Et il n'y a plus d'équilibre. Et d'où destruction, effectivement, de la cellule familiale. Voilà. Bon, après, j'ose espérer que le travail, en général, n'est pas toujours aussi tortionnaire, mais on remarque quand même, c'est vrai que ces derniers temps, l'époque actuelle là, qui va quand même un peu dans ce sens. Oui, la vie d'entreprise est de plus en plus, semble être de plus en plus difficile à supporter, et aussi certainement lié à l'époque, comme vous dites, là vous parliez des portables qui nous donnent tous l'impression d'être libérés parce qu'on peut communiquer, on peut se renseigner à n'importe quel moment, mais aussi on est joignable à toute heure et on peut sans arrêt vous donner du travail grâce à cet instrument magnifique qui est le portable, le smartphone. Quelle liberté! Ah là là. Oui, non, mais il faut vivre avec son temps. Mais bien sûr, il faut vivre avec son temps. Faire attention. Mais voilà, on met le doigt aussi sur
sur le côté négatif de notre époque aussi. En plus, on a l'impression, en vous lisant, qu'il n'est jamais augmenté, cet homme-là. Dès qu'il demande une augmentation... C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de promotion. À chaque fois qu'il demande une augmentation, on lui promet... mais ça vient jamais, et malgré pourtant les services qu'il rend à l'entreprise, parce qu'à un moment donné, il va dans deux usines étrangères qui font partie du groupe, pour pouvoir les aider à remonter, et il le fait avec succès. Mais du coup, on le renvoie ailleurs, un peu comme une punition grâce à son efficacité en plus, parce qu'il a vraiment fait son job, il a bien fait son job, mais on se soucie peu de savoir en tant qu'humain si lui il peut le faire, si sa famille est d'accord. Voilà. Il y a une sorte de chantage qui se fait. Voilà, il faut qu'il y bouge. Et on déstructure complètement il y a un manque d'empathie, il y a un manque d'empathie et puis de globalisation de sa structure. C'est-à-dire que l'entreprise, en fait, a besoin de résultats et que ça. Il y a quelque chose qui est terrible aussi, c'est que quand on lui dit l'entreprise a perdu de l'argent, donc les objectifs seront plus hauts l'année prochaine. Donc c'est tout ça. Alors lui, il comprend pas évidemment, puisque il a l'impression d'avoir fait son maximum. On lui demande encore plus. Voilà, c'est toujours plus. C'est toujours plus. Visiblement. Non mais bon, alors ça se lit comme un polar. Hein. Ah bon, peut-être, ouais, sûrement. En tout cas, on voulait un récit très nerveux, et moi j'ai opté pour un découpage très serré, pour pouvoir être centré sur le personnage, et puis pour aussi imager l'oppression, la pression qu'il a sur les épaules. Et je l'ai fait très rapidement, cet album. C'est vrai que j'ai opté pour un dessin très spontané, et j'ai l'impression que ça se ressent, mon trait est très tendu, et du coup ça se lit peut-être en effet comme un polar. C'est vrai que du coup, ça a ce point commun avec le polar, que c'est assez noir. Oui, de toute façon, on est dans du noir. Il est opprimé ou il est perdu parce que c'est, c'est un peu tout. Je pense que c'est assez complexe tout ça. Comme je vous disais, en tout cas, en ce qui concerne le personnage, l'usine a été reconnue responsable de son suicide. Oui. Mais après, je pense qu'il y a tout un tas d'éléments. Je pense qu'il s'implique aussi énormément. Alors, après, comment reprocher à un salarié qui aime son métier de s'impliquer, c'est aussi. Mais parfois, il va peut-être au-delà aussi. Vu les conditions, ses collègues lui laissaient de l'en dissuader, en de lui dire mais arrête de te rendre malade comme ça pour rien, pour des gens qui s'en foutent pour toi. Donc. Mais bon, il veut. Justement, sur la page, tu sais quoi, Carlos, je crois que tu aurais la vie plus cool si de temps en temps tu t'en foutais un peu. Ben voilà, mais il n'arrive pas à trouver ce détachement. Il n'arrive pas parce qu'il aime ce qu'il fait, parce qu'il veut retrouver le plaisir qu'il avait en faisant son métier. Et voilà, il s'implique et il trouve ça assez. Je pense qu'il y a une sorte d'injustice aussi qui doit le ressentir. Manifeste, de toute façon. Et qui manifeste. Bien sûr. Non, c'est quand même dur, hein. Oui, puis c'est mené, ce que je disais, tambour battant. Donc on étouffe un peu. On se demande honnêtement, on connaît la fin, mais on veut même pas l'imaginer. Enfin, on veut pas y croire. Quoi. En fait, ce qui est bien dans la construction, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des portes de sortie. Il les prend jamais. Alors, mais maintenant, il les prend jamais parce qu'effectivement, il y a ces deux premières planches où il dit, je veux travailler là. C'est ça le personnage. Oui. Et il est constant du début à la fin. Oui, non, c'est sûr, il veut travailler là, c'est sa vie aussi. Hein, même son copain lui dit prends un congé sabbatique, peut-être pense à une porte de sortie. Il comprend pas ce qu'il lui dit, il comprend pas pourquoi il devrait faire ça. C'est pas lui le problème pour lui. Et non, c'est pas lui le problème. C'est effectivement. C'est un employé modèle. Ah oui. Qui d'ailleurs accepte quand on l'envoie en Roumanie, il y va. Il accepte beaucoup de choses, mais je pense que encore une fois, c'est ce qui cause le malaise, c'est qu'il accepte des choses un peu à contrat. Il n'y a pas que lui qui accepte sa femme, elle accepte aussi finalement. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de soumission. Jusqu'à un certain point quand même. Je pense qu'à un moment donné, elle commence à se rendre compte, parce que on a tous, je pense, on accepte tous que notre métier puisse envahir notre vie sociale, et puis voilà, puis on passe tellement de temps, puis le travail, c'est important, il faut gagner sa vie, donc du coup on a tous l'habitude que ce soit difficile. Loin du travail, c'est la santé, hein, quand même. Oui. On a tous l'habitude que ce soit qu'il y ait des passages difficiles et on s'attend à ce que ça aille mieux après, mais bon, là ça va de pire en pire dans cette histoire. Il demande une augmentation, on lui propose une formation. Là, tiens, je te tombe là-dessus. Voilà. C'est bon, il y a un certain nombre. Enfin, vos co-auteurs effectivement maîtrisent bien tous les rouages de des ressources humaines en entreprise. Hein,
et ils savent où appuyer pour montrer où ça fait mal, quoi, quand même. Hein. Exactement. Hubert Plongeot et Arnaud Delalande sont deux écrivains, journalistes, bon, en tout cas, Hubert, comme on l'a dit au début, avait pas mal travaillé le sujet avec un livre de sociologie, donc oui, c'est très fourni en informations. Et après, ils se sont retrouvés tous les deux enquêté. Pour faire le... Oui, voilà. Je sais pas vraiment comment ils ont travaillé tous les deux, quelle est leur part de travail dans le scénario, mais voilà, ils ont travaillé tous les deux. C'est assez fréquent quand même. Parce que vous connaissez plutôt pour des récits un petit peu plus humains, ou voire un peu plus légers. Certains, oui, pas tous. Hein. Moi, j'ai fait un album qui s'appelle Le Fils de l'Ogre, qui est très sombre, mais moi j'aime bien changer d'univers justement d'un album à l'autre. J'ai tendance à m'ennuyer assez vite et du coup je réagis par rapport à l'album précédent en général, le choix d'album qui suit. Alors l'album précédent, c'était Les Bijoux de la Kardashian. Oui. Alors je voudrais qu'on en parle 2 minutes parce que en fait il y a eu un malentendu. Vous me disiez, les lecteurs ont pensé que c'était il y a un malentendu, je sais pas. Non, en tout cas, ce qu'on a compris nous d'entrée, c'est que c'était un truc rigolo, enfin que c'était une parodie, quoi. En fait, ça l'est sans l'être. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez humoristique dans cette histoire, mais c'était ni une biographie de Kim Kardashian et ni quelque chose de comique ou se moquer d'elle ou quoi que ce soit. L'histoire raconte le braquage qu'elle a subi à la Fashion Week en 2016, voilà, qui a été très médiatisé. Ouais. Et les deux scénaristes qui s'appellent François Vignol et Julien Dumont, qui sont 2 journalistes spécialistes dans le fait divers, quand c'est arrivé, il y a eu un tsunami un tsunami médiatique. Fou, c'est-à-dire que des journalistes du Chili les appelaient pour avoir des images de caméras surveillance. Bon, alors c'était la folie totale. De caméras devant l'hôtel, etc. Donc ils se sont demandé pourquoi ça avait un tel impact, et du coup c'est la question à laquelle on essaie de répondre dans l'album, à savoir qu'on fait un portrait d'un instant de société, parce que c'est très révélateur de notre monde d'aujourd'hui, encore une fois, qu'une star comme ça, qui est une star des réseaux sociaux, qui ne fait rien de particulier si ce n'est vendre son image. Bon, alors après, on en pense ce qu'on veut, mais n'empêche que c'est comment dire, son succès lui donne raison. Donc, et elle se fait braquer par des gens des braqueurs, des vrais braqueurs, mais assez âgés, qui veulent certainement faire un dernier coup. Donc ils ont le cerveau entre 50 et 70 ans, les 3 gars. Et ils la braquent à vélo et ils lui dérobent pour 9 millions d'euros. Plus gros braquage qui ait jamais été commis sur bon. Et ça arrive en pleine période d'état d'urgence, les attentats qui ont eu juste avant. Paris, la maire de Paris essaie de promouvoir le tourisme à Paris qui est en train de baisser. Et là, une star américaine arrive et elle se fait dérober pour 9 millions d'euros. Donc on raconte l'enquête, on fait un portrait aussi des braqueurs. Et Julien et François ont eu accès à toutes les mains courantes des dépositions après l'arrestation. Donc on avait tout un tas de matériaux sur les faits précis qui se sont passés. Donc on le raconte, mais on le raconte aussi comme une fiction. Ouais. Donc on invente les policiers, on n'a pas pris les vrais, on a inventé un groupe de policiers. En tout cas, le déroulement de l'enquête s'est un peu déroulé comme ça s'est passé réellement. D'accord. Et ça, c'est sorti assez récemment. Oui, c'est sorti en mars. Donc c'est quoi ce rythme de parution de 2-3 albums par an? Ça, c'est un peu le hasard des sorties des éditeurs. Moi, les Bijoux de la Kardashian, je l'ai terminé en octobre 2018, et le travail m'a tué. Je l'ai fait assez vite, comme je vous ai dit. Je l'ai fait en 4 mois. J'ai fini en décembre, janvier, quoi, je pense, janvier. Donc voilà, ils sortent tous les deux assez rapprochés, mais bon, cela dit, je les ai fait de façon assez rapprochée. C'est vrai, en le disant à haute voix, je me rends compte que j'ai été assez vite, mais c'est pas forcément un rythme. Je fais pas 2 albums par an forcément à chaque fois, mais bon, j'ai un rythme assez soutenu. Et dans le travail manuel, pourquoi avoir utilisé ces styles de couleurs? Parce que je trouvais que c'était pas utile d'en avoir plus. Je voulais que la couleur soit plutôt là pour aider à la lisibilité de l'histoire, parce que moi j'aime beaucoup la fluidité dans elle est là l'histoire. par intermittence. Elle est là par intermittence. Non, il y a de la couleur tout le temps. Oui, après c'est des teintes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une seule couleur à chaque séquence quasiment. Alors soit elle a un rôle symbolique quand on veut mettre de la violence ou de quelque chose de terne ou de lumineux, ou alors plus pour la lisibilité. Je mets une ombre, du coup ça donne une ombre, une lumière et une ombre, et moi je trouve que bien souvent c'est nécessaire. Cette histoire aurait presque pu être en noir et blanc d'ailleurs. Oui.
Oui, on était suffisamment dans le noir. Oui. Et justement, ça aurait peut-être été trop. La couleur donc permet de là, justement et de donner un petit peu il y a des moments, il y a des touches de rouge où on sent justement que ça va exploser. La tension monte, c'est sûr. Oui, on le voit sur certaines cases, effectivement. Non. Mais je suis de plus en plus fervent de la simplicité, moi, en couleur. Donc il se peut que les prochaines soient un peu comme ça aussi. Tant mieux. Enfin, je sais pas. C'est vrai que ça dépend des récits. Là, je trouvais que ça s'était adapté à ce genre d'histoire. Là, Grégory, il y a un autre projet en cours ? Oui, là, je suis en train de travailler sur un autre album. Je suis un peu au début. Dans cette veine un peu sociale ? Non, pas du tout. Complètement différent. C'est une histoire de super-héroïne. Voilà, donc je sais pas si c'est un auteur de BD qui crée une super-héroïne qui par magie finit par prendre vie dans notre monde à nous et qui a le sentiment d'être dans un monde parallèle. Un super-héros, non ? Moi j'ai fait Cycloman avec Charles Barbarian aux éditions Cornelius. Oui, c'est ça, oui. Alors dans la veine sociale, je crois que tu avais un livre à nous montrer également. Oui, carrément. Là, on est dans le même esprit. Du coup, c'est Demain de Laurent Maffre. Donc, il va nous raconter les cités de transit à Gennevilliers dans les années 70. Il avait déjà fait, Laurent Maffre, il y a 5-6 ans, un album où il racontait l'histoire de la même famille, en fait, qu'on va suivre dans cet album-là, qui était une famille immigrée algérien qui s'est retrouvée dans les bidonvilles de Nanterre, donc dans les années 60. La folie des bidonvilles de Nanterre. Là aussi, c'était basé sur un travail sociologique assez précis. Cet album, on n'a pas besoin de lire le premier, déjà. On retrouve la même famille, mais de toute façon, tout est dans les premières pages, tout est rappelé de ce qui s'est passé. C'est aussi sur une chaîne de véhicules. Ouais. On est aussi sur une chaîne de tout à fait, montage, effectivement. Donc là, on est sur la violence sociale à l'état pur, puisque ce travailleur algérien bosse dans une usine de voitures à la chaîne. Que les cadences augmentent forcément, puisque les cadences sont calculées sur l'ouvrier qui travaille le plus vite. Donc forcément. Et face à ça, il y a inévitablement un accident, un ouvrier se fait arracher la main. C'est vraiment des situations, situations inventées déjà. Même la chaîne de la marque de voiture est inventée. On imagine bien encore une fois quel type de. C'est l'autre. Non mais et donc. Donc face à ça, un mouvement de grève se soulève. Les travailleurs bloquent la chaîne. Et la seconde violence vient directement vis-à-vis des immigrés, à qui déjà on oblige de s'inscrire au syndicat des patronats pour qu'ils puissent avoir des papiers. Et du coup, derrière, après, en cas de grève, pouvoir faire pression sur eux, un véritable chantage à la carte d'identité. Donc voilà pour le père de famille. Tout ce petit beau monde, du coup, le bidonville a été rasé, comme je l'ai dit, et ils sont dans une cité de transit à Gennevilliers, cité qui existe réellement là pour le coup. Et cette cité de transit va durer finalement des années, quasiment une dizaine d'années en réalité. Ils sont très. L'autoroute passe au-dessus. On est dans la même veine. Peut-être pas lire les deux à la suite. Peut-être on peut en lire entre deux. Peut-être quelque chose à lire entre deux. On a quand même, je tiens à dire, il y a quand même une lueur d'espoir avec l'enfant dans la deuxième partie de l'album, l'enfant de la famille qui rêve de cinéma, et on se dit que probablement il y aura un troisième tome où ça sera différent. Un peu plus de lumière. Qu'est-ce qu'on lit entre deux alors Qu'est-ce qu'on lit entre deux ? On lit un peu de jeunesse. Oui, tiens. On lit un peu de jeunesse en raison social. Ah oui, tiens, un été d'enfer chez Haute-Sèvres. C'est les scouts, ça. Haute-Sèvres, c'est les scouts russophones. Les scouts russophones, d'accord. Scouts russophones. Voilà. Donc l'héroïne en fait est russe, vit aux États-Unis avec sa famille. La première partie est toujours social, on reste dans le social là encore, puisque eux sont assez pauvres. Ils parlent aussi russe, donc aux États-Unis il y a un véritable décalage culturel entre elle et ses amis de l'école, et donc elle décide de se dégoter un camp de scouts russophones. Elle y va,
Alors elle part avec son petit frère. Hein. Elle part avec son petit frère, effectivement. En fait, elle traîne son petit frère au camp russe. Elle l'oblige à partir au camp russe. Voilà, donc la deuxième partie va se passer dans ce camp. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'héroïne a 12 ans et que du coup, elle est placée dans la tente des grandes. Sauf qu'elle n'est pas encore obnubilée par les garçons et par la fête. Et du coup, elle se sent en décalage complet avec un peu de désillusion aussi, d'arriver un petit peu de désillusion, oui, au départ. Les copines, et oh là là, ça va pas être facile. Je m'attendais à quelque chose de frais, moi. non, mais c'est assez frais quand même. Non, mais c'est assez frais dans le sens où c'est assez agréable de voir un personnage adolescent qui se dit, moi, je suis pas encore adulte, j'ai pas envie de grandir tout de suite. Il y en a d'autres, j'ai le temps de grandir et du coup, je vais continuer à dessiner parce que c'est ce que j'aime faire. Non, très chouette. Un été d'enfer. Un été d'enfer, Rue de Sèvres. D'accord. Alors encore. Un deuxième jeunesse, peut-être. Vite. Allez, rapidement. Un deuxième. Allez, la Révolution. Hop, la Révolution. La Révolution, rapidement. Alors là, on est dans de la science-fiction. On imagine un univers, ça pourrait très bien être en France. Et en fait, un dictateur a pris le pouvoir, mais tout doucement, sans violence. Là-dessus, des enfants décident d'entrer en résistance parce que c'est une véritable dictature pour le coup qui s'est instaurée. Et plutôt que d'opter pour de la résistance armée et violente qui tue finalement plus de civils que de militaires et de cibles visées, ils décident, ils ont une idée assez lumineuse puisque le dictateur s'appelle Averamian et ils s'aperçoivent qu'en enlevant tous les A, ça fait vermine et donc ils vont décider d'enlever tous les A de toutes les affiches, tous les claviers d'ordinateur. Ça c'est léger, ça. C'est très sympa, ça. Très bon. C'est sympa. Ça me et permet ça, chez Michel Lafon, une maison d'édition qu'on n'attendait pas forcément à ce sur niveau-là ça, en BD. De coup sur coup, on a eu 2 albums, un pour les adultes qui est une réécriture de Popeye et un pour les chez Michel Lafon. Chez Michel Lafon, Et Et donc je voulais citer également, puisqu'on parle d'enfants dans la guerre, les enfants de la résistance, parce que ça marche bien de mieux sûr. en mieux. Et les enfants de la résistance, d'ailleurs, pour tous les lecteurs des enfants de la résistance, on allait sur la Révolution. On est dans le même esprit. Alors voilà, les gens qui cherchent le même modèle. Je vois qu'on change de l'enfance. Oh bah oui, allez, on va passer un petit peu pour du léger. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas présenté quelques BD pour l'enfer. Alors voilà, je trouve que ça tombe bien. Tiens, ça c'est sorti chez Dynamite, Symposium. Oui. Des techniques nouvelles. Technique médicale sympa et franchement ça donne envie. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Non, c'est drôlement bien ça. Je vous le conseille nettement. Alors la couverture n'est pas très explicite alors que c'est pour ça. Le suivant que tu vas nous présenter, j'ai présenté celui-là en premier en disant ça peut passer et non c'est une histoire intéressante. Très bien. Très bon colloque de médecin. Pour les curieux alors parce qu'on n'a pas tout compris. Allez. Je peux pas vous en expliquer plus. Je vous laisse découvrir. Ça vaut le détour. Ça c'est déjà un peu plus explicite. Hilda, c'est pareil, c'est encore chez Dynamite, ça vient de sortir. Jolie couverture. Et quand même, ça c'est un peu plus léger pour finir, tu vois. C'est pas mal. Ça remonte un peu. On se demande où est la clé, c'est Fort Boyard. Donc voilà, je voulais au moins vous citer ça. Voilà, tiens, allez, le dernier, le dernier, c'est Amazing Grace, c'est la première, le premier titre d'une nouvelle collection qui s'appelle Grindhouse Stories, qui est chez Glénat, où en fait, ce sont des histoires d'horreur, enfin, pas la Mad Movies, etc. C'est le premier titre, ça vaut le coup, ça décoiffe. Ah, bon. Voilà. Très bien, à découvrir alors. Oui, parfait. Laurent, ça y est, l'émission est finie. Oui. Ça, c'est trop rapide à chaque fois. Oui. Grégory, merci d'être venu nous présenter le travail Mathué. Formidable ouvrage. Vraiment. Qu'on conseille à tous, lecteurs de bande dessinée et autres, j'allais dire, on est vraiment sur des ouvrages de reportage dessinés bien sûr. Et qui ont un fond extrêmement riche et en plus, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le dessin nous entraîne, quoi. Tout à fait. Mathieu, merci beaucoup d'être venu nous parler de bande dessinée. C'était un plaisir d'être à Bulle en tête, mais on y sera encore la semaine prochaine. Bien. Ouais, je veux bien, ouais. Oui, hein. Ouais. En attendant, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur toutes les box, sur Watch, sur BD Zoom, bien sûr. Avec notre partenaire Canal BD. Et puis n'oubliez pas, toutes les informations sont sur trait-pour-trait-bd.fr. Les podcasts, la chaîne YouTube, etc. Tout. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui. Au revoir.